Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du dimanche. Le procès d'Amadou Aya Sanogo s'est ouvert mercredi à Sikasso. L'auteur du coup d'État militaire de mars 2012 comparaît avec 17 autres prévenus dans l'affaire des Bérets Rouges. Retour sur la chronologie des événements. Amadou Aya Sanogo, méconnu du public malien jusqu'au 22 mars 2012, où il apparaît sur les écrans de la télévision nationale à la tête d'un groupe de militaires bérets verts. À 39 ans, le capitaine Sanogo vient de réaliser un coup d'État présenté comme une tentative de restaurer la démocratie dans le pays. Coup d'État diversement apprécié tant sur le plan national qu'à l'international, où l'on s'interroge jusqu'à présent sur la nécessité réelle d'un tel acte dans la mesure où le mandat de l'ancien régime était déjà arrivé à terme. En tout cas, les Maliens garderont pendant longtemps en tête le feuilleton du pouvoir Sanogo marqué par une série d'événements rocambolesques. Parmi ceux-ci, le plus retentissant eut lieu entre le 30 avril et le 1er mai 2012 où 21 militaires maliens bérets rouges, les parachutistes, disparaissent après avoir été soupçonnés d'avoir participé à un contre-coup d'État contre Amadou Sanogo. Quelques mois plus tard, on les retrouve dans une fosse commune à Diago près de Bamako. Sanogo et 17 co-accusés dont un ancien ministre de la Défense et un ancien chef d'état-major de l'armée malienne sont arrêtés. Ils sont inculpés de complicité d'assassinat, enlèvement et séquestration. On se rappelle encore de cette date, juin 2013, où Sanogo demande solennellement pardon au peuple malien et 3 jours après le second tour de la présidentielle du mois d'août, remporté par Ibrahim Boubacar Keïta, le putschiste est promu général. Mais voilà, aujourd'hui, Amadou Aya Sanogo est contraint de répondre de ses actes à travers ce procès qui s'est ouvert ce mercredi 30 novembre sur le dossier des bérets rouges assassinés. Comme quoi, on finit toujours par être rattrapé par la justice. Ce procès devait se tenir pour éviter d'excéder la durée légale pour une détention préventive qui est de 3 ans. Car, faut-il le rappeler, le général putschiste et accusé est détenu depuis 2013. C'est donc la 3e région, Sikasso, à 400 km de Bamako, qui a été choisie pour ce procès très médiatisé. L'ouverture du procès, qui était prévue dans la salle d'audience du tribunal trop petite pour contenir le monde, a finalement eu lieu dans la salle de spectacle de la cité. Un procès qui a déjà mobilisé une bonne foule composée de journalistes, plusieurs avocats, avec des forces de sécurité qui affluent de partout. Du côté de la défense, on dénonce d'ores et déjà des irrégularités dans les procédures et les avocats de Sanogo ont fait valoir leur intention de demander le renvoi. Wait and see. Les députés ont adopté à l'unanimité la loi portant création d'une direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'Institut Zayed des sciences économiques et juridiques. C'était lors de la séance plénière de jeudi à l'Assemblée nationale. La création de ces 2 nouvelles entités va permettre sans doute d'impulser du sang neuf dans le système de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique d'une part. Et d'autre part, la création de l'Institut Zayed des sciences économiques et juridiques va combler les vides institutionnels dans la continuité de la formation des élèves coraniques dans les médersa. Ce projet de loi initié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 13 janvier 2016. Les motivations sont les suivantes. La Direction nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, DNESRS, antérieure à la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, avait pour principale mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de veiller à sa mise en œuvre. Parce que pour qui connaît l'acuité du problème d'enseignants au niveau du supérieur, je voudrais savoir si déjà les ressources humaines sont formées ou si les ressources humaines vont être formées par rapport à l'enseignement qui va être donné dans ces instituts. L'intérêt principal de cette création est la diversification des offres de formation pour les sortants des médersa. Et je voudrais dire à l'honorable Kalilou Ouattara que bien sûr chez nous ici le médium d'enseignement dans les médersa c'est l'arabe, mais ses élèves font également le français.
L'objectif de la création de cette direction générale est de donner au service central des missions élargies et des instruments d'action et de gouvernance. Quant à la création de l'Institut Zayed des sciences économiques et juridiques, elle répond à un souci de matérialiser les engagements de l'État malien et contribuera à diversifier l'offre de formation des apprenants de la langue arabe. Je crois que c'est une forte légitimité qu'on donnera à la direction en prenant cette loi. Parce que la direction existait par ordonnance, même maintenant la direction va exister désormais avec cette loi qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Donc ce serait une légitimité donnée à la direction pour vraiment mieux fonctionner en plénitude, comme on le dit. L'Institut Zayed, je crois que ça va lever aussi une grosse épine dans l'épine de l'État, du gouvernement malien. Bon, si quand même il y a l'Institut chez nous ici, je crois que ça leur donnera des opportunités. Oui, le premier projet est relatif à la création de la Direction générale de l'enseignement supérieur qui va désormais assurer le pilotage du système, c'est-à-dire regarder tout ce qui se passe dans le système d'enseignement avec les établissements publics et privés et les mettre à condition pour la formation et la recherche de l'ensemble des étudiants du Mali, coordonner les formations avec le ministère de l'Éducation, avec le privé et donner toutes les informations utiles concernant l'enseignement supérieur, ce qui n'était pas le cas avant. Pour l'Institut Zayed, c'est construit, c'est là, les bâtiments sont là. Nous avons fait les premiers ateliers pour l'élaboration des offres de formation. Donc maintenant, il s'agit de lancer ces offres de formation, nommer le directeur général pour que l'Institut commence la formation. Il faut noter que ces projets de loi initiés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont été adoptés par le Conseil des ministres en sa séance du 13 janvier 2016. Après les communales du 20 novembre dernier, le parti ADP Maliba a organisé un point de presse. Objectif, demander la démission du gouvernement de Modibo Keïta, qui, selon eux, est le véritable instigateur de cette mascarade électorale. L'ADP Maliba condamne avec la dernière énergie l'achat de conscience par certains partis politiques qui profitent de la misère et du désarroi des populations pour accéder à des positions électives. C'est en ces termes que le secrétaire général du parti ADP Maliba, M. Souri Ibrahima Traoré, a débuté cette conférence de presse. L'ADP Maliba condamne avec la dernière énergie ces achats de conscience par certains partis politiques qui profitent de la misère et du désarroi des populations pour accéder à des positions électives. Le parti invite les autorités politiques à faire preuve de davantage d'engagement à lutter contre cette pratique en procédant par exemple à l'analyse indépendante des empreintes figurant sur les bulletins dans les bureaux de vote où l'élection est contestée. Ceci permettra de prouver que les 10 empreintes sont identiques sur plusieurs bulletins, permettant ainsi d'annuler l'élection frauduleuse de certains maires. Cette conférence de presse, animée par le secrétaire général du parti ADP Maliba, a pour but de dénoncer les irrégularités constatées lors du scrutin du 20 novembre 2016. L'ADP Maliba a constaté avec regret que l'élection communale du 20 novembre 2016 ne s'est pas déroulée sur toute l'étendue du territoire national. Puis dans certaines circonscriptions où il a eu lieu, le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère de violence marquée par l'attaque de convois de nos forces armées, ainsi que les enlèvements de certains candidats et la destruction de matériel électoral. L'ADP Maliba condamne fermement ces violences et présente ses condoléances attristées aux victimes civiles et militaires. Sur le plan de la mobilisation populaire, le peuple malien a démontré une fois de plus son désaveu du système politique actuel à travers un taux d'abstention que les partis politiques ont tenté de masquer par l'achat massif des consciences des électeurs. Cette pratique qui tue la démocratie à petit feu n'a pourtant pas permis de dépasser, dans la capitale entre autres, le taux de 29% de participation. L'ADP Maliba rappelle également que dans la majorité des circonscriptions électorales, les opérations de vote ont été entachées d'irrégularités criardes, telles que des modifications des procès-verbaux, la non-transmission des urnes aux autorités compétentes dans les délais impartis, ou encore le refus par certains présidents de bureau de laisser les délégués du parti accéder au bureau de vote.
L'irrégularité la plus grave aura certainement été la circulation de bulletins de vote peu remplis le jour du vote et l'achat de conscience à ciel ouvert dans l'ensemble des circonscriptions électorales. Au vu de tout ce qui précède, l'ADP Maliba recommande la démission du gouvernement suite à son incapacité à organiser des élections transparentes et tout le risque que cela fait courir sur la paix et la stabilité de notre pays. La refondation du système électoral avec la création d'une autorité indépendante chargée d'organiser les rendez-vous électoraux. L'instauration d'une véritable biométrie et la facilitation de l'accès des citoyens à la carte NINA. Une meilleure implication de la société civile en vue de l'augmentation du taux de participation et la prévention/gestion des conflits électoraux en République du Mali. A signaler que les candidats de l'ADP Maliba ont compéti dans 187 des 703 communes du Mali et ont obtenu 200 conseillers communaux. Point de presse également du groupement des leaders spirituels musulmans de notre pays, en prélude à la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La rencontre visait à faire le point sur l'organisation générale du Maouloud de 2016. Créé en 2012, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, GLSM, est un regroupement d'associations et de structures de tendance soufie, ferme et engagé pour la bonne pratique des préceptes d'un islam pacifique et tolérant, fondé sur les principes du prophète, paix et salut sur lui. C'est pourquoi le GLSM ne saurait rester inactif après la déclaration de la commission d'observation de l'UNE relative au Maouloud 2016, d'où la tenue de cette conférence. Ça fait partie des objectifs du groupement, valoriser les ziyaras, les Maoulouds. Donc chaque année, on organise une conférence de presse pour informer et former les prédicateurs, les prêcheurs dans les mosquées, dans les zaouïas, pour bien pratiquer les Maoulouds selon les principes de l'islam. Donc c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui pour parler sur Mauloud. Pour cette année, le GLSM a choisi comme thème le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, un exemple pour l'humanité. Tu as vraiment un excellent comportement, comme le mentionne le Coran. Donc vous savez, le pays traverse une période extrêmement difficile et si nous avons un problème aujourd'hui, c'est le problème de comportement. C'est la société même qui a des problèmes. Vraiment, nous en tant que musulmans, nous devons quand même dénoncer ça. Nous devons être dans une voie luminée. Nous sommes des religieux, donc si on constate quelque chose, on doit informer la population. Le constat aujourd'hui est que le mauvais comportement domine partout, y compris dans tous les milieux sociaux, professionnels, dans toutes les couches de la population. Vraiment, le pays même souffre du mauvais comportement. Si on prend les religieux, si on prend les femmes, si on prend la jeunesse, vraiment il y a des problèmes. C'est pourquoi le thème retenu cette année est vraiment le bon comportement. Le musulman, le prophète alayhi salatu wa salam, Dieu subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge du prophète comme quoi il se comportait bien. Donc nous, en tant que musulmans, nous devons quand même nous comporter bien, nous devons être des modèles pour les autres. Le GLSM, après avoir donné des consignes à toutes ces structures de base afin de mieux organiser ces cérémonies à Bamako, ainsi que dans toutes les régions, compte sur le soutien des autorités et de l'aménagement en vue d'assurer les mesures de sécurité. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce 1er décembre la Journée mondiale de lutte contre le sida, occasion pour les acteurs de lancer le mois de lutte contre le VIH-Sida. La mobilisation était grande aujourd'hui au Palais de la Culture pour cette 28e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Une journée qui permet de démontrer l'importance de la lutte contre le sida et témoigner la solidarité avec les personnes infectées par la maladie. Le Premier ministre, le ministre de la Santé, les élus locaux et un important public se sont retrouvés autour du secrétaire exécutif de la lutte contre le sida pour marquer cette journée. La journée mondiale de lutte contre le sida qui nous réunit ce matin a été instituée pour la première fois en janvier 1988 à Londres sur le thème d'un monde uni contre le sida. C'est l'occasion de faire le point sur les activités menées contre cette pandémie et de manifester
notre soutien et notre solidarité aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le fléau du VIH et le sida, longtemps considéré comme l'un des défis les plus redoutables pour la vie et la dignité humaine, est en passe d'être vaincu. Avec les avancées significatives de la science, les programmes nationaux de lutte contre le sida mis en place un peu partout dans le monde, avec les engagements politiques pris, avec les activités et les activistes de la société civile et des communautés, la solidarité nationale et internationale, avec les ressources importantes engagées dans la lutte, le monde a aujourd'hui une opportunité historique pour éliminer à jamais cette pandémie du sida comme une menace de santé publique. L'Afrique, qui est regroupée à elle seule plus de 2/3 des personnes infectées par le VIH, a fait des progrès importants dans la lutte contre ces fléaux, avec une baisse des nouvelles infections de plus de 41% dans 22 pays africains, dont le Mali. Au Mali, avec une prévalence de 1,1%, et dès 2012, le nombre de personnes infectées a été estimé à environ 100 000 personnes. Aussi, depuis plusieurs années, le Mali s'est lancé dans la dynamique de l'accès universel en posant des actes sur l'ensemble du territoire national pour l'accélération de la prévention et la décentralisation du traitement. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, les résultats obtenus au 30 septembre 2016 sont les suivants. Dans le domaine de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, en termes de documents normatifs, notre pays dispose désormais d'un plan national d'élimination de la transmission mère-enfant 2015-2019, dont la dissémination a été faite dans toutes les régions, dans tous les districts sanitaires. L'activité de prévention de la transmission mère-enfant est disponible dans 652 sites PTME en 2016 contre 446 en 2015, soit 206 nouveaux sites de créer. Cela a permis de conseiller et de sensibiliser 2075 femmes enceintes en consultation prénatale, parmi lesquelles 178 168 ont accepté le test de dépistage du VIH. Et les résultats, 1272 se sont révélés séropositifs, soit un taux de séropositivité 0,71% contre 1,09% de la même cible en septembre 2015. En animation, il y avait des chants et des sketchs qui portaient également sur le thème de la lutte contre le sida à travers le dépistage volontaire et la prévention. Les discours prononcés par les différents intervenants ont porté sur les actions réalisées dans la lutte contre le sida. Je voudrais tout d'abord vous apporter le salut du président de la République, que j'ai l'honneur de représenter ici, qui est aussi le président du Haut Conseil national de la lutte contre le sida. Il m'a chargé d'exprimer ici son soutien sans faille aux personnes vivant avec le sida. Il m'a chargé également d'apporter l'expression de son engagement personnel pour poursuivre cette lutte contre cette terrible maladie. Nous avons également vu des personnes qui nous ont entretenus de leurs préoccupations, mais aussi de leur espoir. Vous savez,
On entend souvent dans certaines enceintes qu'avec le progrès de la science, le progrès de la médecine, on entend dire que les hommes ne sont plus en face de la maladie des héros. Mais ceux qui sont les porteurs du sida sont des héros. Ils ont la charge de ne plus se regarder dans le regard de l'autre, mais par rapport à eux-mêmes. Ils ont la charge de faire en sorte qu'eux-mêmes ne soient pas un obstacle à l'épanouissement de leur vie. Le sida est un tueur sournois, silencieux, qui tue entre 2000 et 3000 Maliens par an. Alors mobilisons-nous davantage pour l'éliminer. Nous sommes allés cette semaine à la découverte du cancer du col de l'utérus, une maladie qui fait beaucoup de ravages au Mali, principalement chez les femmes. Et malheureusement, notre pays fait partie des pays qui ont le taux de prévalence le plus élevé. C'est une pathologie mortelle qui a fait plus de victimes dans notre pays. Le cancer du col de l'utérus est une maladie sexuellement transmissible. Les causes sont des infections répétées, la sexualité précoce, le microtraumatisme pendant l'accouchement. Elle se manifeste par des saignements au moment des relations sexuelles. Autres signes sont des pertes blanches. Une phase terrible de cette maladie est l'apparition de fistules obstétricales entre le rectum et le vagin. Que faut-il faire quand on aperçoit ces signes? Chaque fois que ce genre de tumeur maligne se développe au corps, aux dépens du col de l'utérus, l'utérus étant cet organe-là qui est destiné à abriter la grossesse pendant 9 mois. Sa partie qui est au-dessus du vagin est ce qu'on appelle le col. Donc, chaque fois que ces tumeurs malignes se développent aux dépens du col de l'utérus, on parle de cancer du col. Aujourd'hui, la phrase magique est de considérer que le cancer du col est une maladie sexuellement transmissible. Parce qu'on sait que c'est un petit virus qui en est l'agent responsable principal. Ce virus s'appelle le Human Papillomavirus, que nous abrévions HPV. Ce virus s'acquiert au cours des contacts sexuels. La femme qui a commencé la sexualité très tôt au cours de sa vie va avoir la chance d'être en contact plusieurs fois avec le virus. Donc, la probabilité pour qu'elle développe ce cancer-là va devenir plus élevée. Pareil, la femme qui a fait plusieurs accouchements a plus de risques d'avoir ce cancer parce qu'au cours de l'accouchement, il y a de microtraumatismes qui se créent au niveau du col qui vont favoriser le fait que si le virus est présent, il peut pénétrer en profondeur dans le col et induire ces transformations malignes. Aussi, les femmes qui font plusieurs fois des infections génitales répétées sont à risque plus élevé parce que ces infections-là vont créer des microtraumatismes au niveau du col et vont favoriser le fait que le virus puisse induire ces transformations. Chaque année, au Mali, nous enregistrons en moyenne 1400 nouveaux cas de cancer du col. L'évolution de cette pandémie est très préoccupante car elle peut endommager l'appareil de la reproduction. Le virus peut vivre pendant des années dans l'organisme. Progressivement, les appareils fonctionnels seront contaminés. Une étape très difficile du mal. Pour lutter contre ces fléaux, le cancer du col de l'utérus est une maladie préventive. Elle peut être complètement soignée. Cette maladie est accessible à la prévention. Et que la prévention qui est disponible et facile à avoir chez nous, c'est ce qu'on appelle le dépistage du cancer du col par les méthodes d'inspection visuelle. Et depuis 2006, une politique générale de dépistage existe dans notre pays, dans toutes les structures sanitaires. La balle est donc dans votre camp, mes sœurs dames. Depuis l'année 2006, nous avons mis clairement, noir sur blanc, que le dépistage du cancer du col par les méthodes d'inspection visuelle que j'ai bien expliquées pendant la causerie,
que ce dépistage doit être systématique dans toutes les structures de santé du Mali, quel que soit le niveau de la pyramide sanitaire. Sport pour terminer, pour une bonne insertion du genre dans le domaine sportif, le réseau des reporters culturels et sportifs du Mali a animé une conférence débat. C'était sous le thème « Les femmes et les sports, quel avenir ?» Le sport n'est l'apanage de personne. C'est le sujet abordé en substance lors d'une conférence débat organisée par le réseau des reporters culturels et sportifs du Mali, dirigé par notre confrère Bouakar Diakité Dissar, dont le thème était « Les femmes et les sports, quel avenir ?» Ce thème révèle sans nul doute la promotion du genre dans les milieux sportifs. La conférencière, ancienne pratiquante et leader sportif, a dressé l'état des lieux de participation des femmes dans les activités sportives, leur promotion et leur évolution à travers les siècles. Une mention spéciale a été faite sur le cas du Mali. Au cours de la conférence, on a vu toutes les grandes satisfactions du sport au Mali, c'est venu des femmes. Ça veut dire que si on encourage la pratique des femmes au Mali, il y aura beaucoup il suffit de l'inciter pour qu'elle ait confiance en elle-même et qu'elle donne le meilleur d'elle-même. C'est pour cela qu'on en a parlé ce matin et encourager la pratique du sport chez la jeune fille et de la femme. Vous avez vu, les jeunes filles du basketball, dans les autres sports aussi, c'est toujours les femmes. Donc c'était l'occasion d'en parler et d'encourager. Après une aperçu général du problème, la conférencière, néanmoins première vice-présidente du comité olympique sportif du Mali, dégage des pistes de réflexion. La proposition, on a vu, il faut qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans ce milieu. On a proposé qu'il y ait des postes, en tout cas pour des postes de responsabilité, créés dans nos structures uniquement pour les femmes, pour qu'elles puissent venir. Et aussi, créer des infrastructures de proximité pour la pratique de la jeune fille. Et puis aussi encourager un peu la répression, parce que on en a parlé aussi, il ne faut pas que l'arbre casse la forêt, de harcèlement, qu'on en parle aussi. Donc il y a beaucoup de mesures qu'on a proposées pour inciter la pratique. Pour le premier responsable du réseau des reporters culturels et sportifs du Mali, le thème a été choisi après un constat et que les recommandations issues de cette conférence ne resteront pas dans les placards. La conférencière, ancienne sportive, ainsi que les invités ont eu une contribution en long et en large. Et je crois que tout le monde s'est tiré profit de cette conférence débat. Et c'était tout l'objectif recherché par les réseaux. Et je dirais également que les recommandations ne seront pas dans les placards comme on a l'habitude de voir dans ces pays. Nous allons les mettre bientôt en application. Et avec vous, on fera les constats. Et voilà tout le sens de cette conférence débat dont nous avons organisé ce matin dans le cadre des activités du réseau. À l'entame des travaux, une minute de silence a été observée à la mémoire de Fatma Tassiré Diakité, militante des premières heures d'un mouvement olympique malien, arrachée à l'affection de tous le 18 octobre dernier à l'hôpital Avicenne Bobigny dans le banlieue parisienne. Voilà, c'est ce qui met fin à cette grande édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.